Bonjour. Alors, tous nos prédécesseurs sont venus avec une forêt d'ordinateurs et on a juste un cahier Moleskine et quelques feuilles volantes. On va essayer de ne pas les faire s'envoler. Bonjour, merci beaucoup d'être là et merci à toi, Boris, de te prêter à cet exercice lumineux et chaud. Je vais faire, pour commencer, peut-être ta biographie Wikipédia. Je serai... alors, C'est une nouvelle mode. Ouais, on l'a fait... Ça fonctionne ? Ça marche ? Ouais. On l'a fait en live, un peu comme une performance. Donc, toi, tu es né en 1984. Et bien, ça commence. Voilà. Tu es né en 1987. Tu as 34 ans. Voilà. D'où vient le 4. Tu es entré directement après ton baccalauréat scientifique. Ça a son importance pour la suite aux Beaux-Arts de Tarbes, où l'idée de l'enseignement était plutôt axée autour de l'art contemporain et de l'installation. Tu découvres là-bas des vidéos, des artistes vidéo comme Bill Viola ou William Kentridge. Et puis, tu sens quand même un décalage. Tu dessines depuis toujours, depuis ton enfance, et puis tu sens que là-bas, cette forme d'installation ne correspond pas vraiment à la façon dont tu veux exprimer ton travail. Tu entres à l'EMK à Angoulême, et là, tu découvres véritablement des cinéastes expérimentaux d'animation qu'on connaît, McLaren, Sankmeyer, Len Lai. Et tu commences à découvrir une pratique du coup, qui correspond davantage à la façon dont tu veux t'exprimer. Et tu découvres particulièrement un film, Tango, puisqu'on parlait d'influence, on va commencer directement par ces influences. Et tu vas vouloir le copier et donc réaliser ton premier film. Il tourne en rond, exactement. Donc complètement autoproduit dans le cadre de l'EMK. Voilà. Oui, bah, c'est un film d'école, donc c'est vrai que quand on est en école, on est amené à... L'équipe pédagogique nous pousse à produire des choses, donc c'était dans ce cadre-là en deuxième année. Ça veut dire que là, on est pour toi en 2010. Il y a déjà de ça 10 ans. C'est difficile à croire quand on te voit là aujourd'hui. Mais tu as du coup à l'école une activité très prolifique. Tu produis beaucoup de films. Et tu commences à travailler, en fait, c'est pour ça qu'on parlait tango. Peut-être tu peux en dire quelques mots. Tu commences en fait à développer ce qui sera un peu ta marque de fabrique, ou en tout cas ce qui est aujourd'hui une des choses les plus marquantes dans ton travail. Une des choses, c'est-à-dire la répétition, la superposition, la série, en fait, l'idée de la boucle. Tous tes films, jusqu'à aujourd'hui, sont construits sur le motif de la boucle et de la répétition. Oui, quand j'étais à l'EMK, évidemment, en tant que jeune, même pas auteur, puisque je ne savais pas encore quel allait être mon travail, mais on s'intéresse à beaucoup de choses, on regarde beaucoup de choses, et il y a je pense qu'il y a des moments où on rencontre des artistes, mais juste parce que, pas forcément qu'on les rencontre physiquement, mais on les rencontre par leurs œuvres. Et notamment, comme tu disais, moi c'est un peu à l'EMK que j'ai commencé à regarder et à connaître des cinéastes expérimentaux d'animation. Et notamment Zbigniew, je crois que c'est Rybinski, sur Tango. Ça m'avait beaucoup fasciné, cette manière qu'il avait eue à la fois d'utiliser la prise de vue réelle, mais dans un moyen très détourné par l'animation, puisque c'est des découpages de séquences. On est vraiment à la limite de l'animation, je pense. Et donc il y avait cette idée évidemment de la boucle, de quelque chose d'assez hypnotique, mais en même temps qu'il y a une évolution, il y a une sorte quand même de narration qui est amenée par ce film-là. Et en même temps, c'est un film qui est justement, comme je disais, un peu à la frontière entre animation, entre cinéma, prise de vue réelle. C'est peut-être une pièce d'art vidéo, enfin on ne sait pas trop quoi. Et ça m'a beaucoup fasciné. Alors, toi, tu travailles pas du tout à ce moment-là sur la prise de vue réelle. Pendant tes études, tu vas essayer plusieurs techniques. Le dessin depuis l'enfance, mais pendant tes études, la photographie, la sérigraphie et même la céramique, qui sont des techniques que tu vas laisser finalement de côté. Mais quand tu vas commencer à faire tes premiers films, tu travailles sur deux... supports en fait principaux qui sont les dessins que tu fais, encre de Chine,
majoritairement, et puis la 3D. Donc, est-ce que tu peux nous parler de ça? C'est-à-dire que jusqu'à la rencontre avec Ron Jens et Rhizome, en fait, 5 ans plus tard, tu vas aller de l'un à l'autre et avoir un quotidien comme ça, fait de un peu ce que disait Agnès Patron tout à l'heure, c'est-à-dire d'avoir une pratique vraiment avec la matérialité du papier et en même temps un recours à l'ordinateur. Déjà, c'est vrai que moi, je dessine très mal sur tablette, donc pour moi, le dessin, c'est sur papier ou c'est rien. Et donc moi, j'ai besoin du papier, de la matérialité, par exemple de l'encre de Chine, de la peinture ou du crayon sur papier. C'est mon côté un peu à l'ancienne. Mais en même temps, je suis une génération de cinéastes qui n'a pas connu la pellicule et qui a eu une formation assez rapidement en logiciel, en outils numériques. Et on se rend compte, moi je me suis très vite rendu compte que l'outil numérique, c'est un fabuleux laboratoire de tests et de mélange. Et donc j'ai beaucoup travaillé entre le dessin qui serait, par exemple avec un film comme Kyrielle, qui serait amplifié par le travail du compositing, le travail de l'ordinateur. Ou donc quand j'étais à l'MK, il y avait un film comme Cinétique, c'était complètement de la 3D. C'est assez primitif, mais j'étais quand même content du projet. Et j'avais aussi fait un projet avec des images, des collections d'images, un film qui s'appelle Caverne, autour de collections de gravures anatomiques que j'agençais, que je transformais, qui permettaient à créer presque de la matière à partir d'images préexistantes. Et donc ça, c'est des choses que j'ai un peu réutilisées plus tard. Le fait d'utiliser des images qui existent, de me les accaparer et de créer quelque chose d'autre avec ça. Et donc ça, le numérique nous permet très facilement ça, presque à la manière de la musique électronique. Donc on peut prendre tel type de son et ensuite en les transformant, on crée d'autres matières et d'autres... il y a plein de possibilités par la transformation, quoi. Et ton obsession de la boucle aussi se prête à cette technique. Tu parlais de la musique électronique, on pense à la musique sérielle en voyant des films, c'est-à-dire que tu peux dupliquer comme ça à l'infini. Oui, c'est vrai que c'est presque une facilité, puisque c'est des outils qui sont très adaptés à ce genre de répétition, à la multiplication. Donc ça, évidemment, c'est des thèmes qui sont très importants dans mon travail. En même temps, la métamorphose aussi, quand je disais que le numérique il permet la transformation, on peut créer je peux créer un motif aquatique avec de la pierre et inversement. Et donc finalement, il y a ce sorte de transfert de matière qui m'intéresse beaucoup. Et aussi par le travail du dessin, parce que l'encre animée, alors je dessine avec de l'eau sur papier, et à un moment donné, quand ça s'anime, ça devient presque électrique. Donc il y a des choses comme ça, de transfert presque de matérialité qui m'intéressent beaucoup. Alors tu dis toi-même, c'est intéressant parce que tu dis toi-même que tu ne sais pas raconter les histoires, c'est toi qui le dis, hein, personne ne l'a prouvé dans la salle, mais tu réalises jusqu'à présent des films plutôt abstraits, mais justement à travers ces boucles, en fait, ce que tu sembles interroger tout le temps, et tu le dis toi-même, c'est la matérialité. Alors peut-être qu'on va montrer, si Lou en est d'accord, un extrait du film après Rhizome. Donc tu réalises Rhizome avec un producteur, Ron Jens, Sacre Bleu, en 2015. Et puis en 2018, tu réalises La Chute, qui est un de tes films aujourd'hui les plus connus aussi parce qu'il a été sélectionné à la Semaine de la Critique au Festival de Cannes en 2018. Et donc il a reçu, comme Rhizome, beaucoup de prix dans les festivals. Si tu veux bien, Lou, le lancer et on regarde. On peut mettre un peu plus tard. On va pratiquer
la frustration de couper un film. Toutes nos excuses. Bravo. Là, on voyait dans ces quelques secondes de film, même si c'est frustrant, on sentait en fait une chose qui est très présente dans ton travail aussi, c'est l'idée des binômes, des contraires. En fait, ton travail fonctionne sur les oppositions. Alors, ça peut paraître inverse d'une boucle, mais il y a toute une partie de ton travail, donc je pense évidemment à La Chute ou à Danse macabre, qui sont des univers très angoissants. Tu utilises la boucle et la métamorphose vers le monstre, vers la monstruosité, vers l'angoisse. Des films très noirs, très sombres. Et puis de l'autre côté, il y a aussi des œuvres tournées vers le monde animal, la transformation du végétal, de l'animal, comme Rhizome notamment, qui sont beaucoup plus lumineux. Est-ce que tu peux toi-même parler de ça, comme cette référence que tu fais dans ton travail au labyrinthe, au rhizome, qui aurait deux portes de sortie? Est-ce que tu peux parler de ça? Alors oui, hein, je dirais qu'il y a un côté de mon travail qui est naïf. Ça serait Kyriel. C'est l'animation, c'est presque le plaisir de l'animation à l'état pur et un rapport un peu au jeu. En fait, je pense que c'est surtout l'idée du jeu. Donc créer des personnages qui sont pas identifiables et en même temps les faire jouer dans l'écran par l'acte de les animer, souvent par improvisation. Et notamment dans Rhizome, c'est beaucoup ça. C'est des petites bestioles, on pourrait dire, qui s'animent devant nos yeux. Et en fait, quand je fabriquais le film, alors c'était vraiment pas facile et donc c'était pas toujours très drôle, mais on avait un rapport à l'animation en improvisation avec mon animatrice Wen Fan. On était vraiment dans le jeu. Alors je donnais à mon animatrice, alors là, tu as je sais pas, un oiseau, une plante et un caillou. Là, il faut qu'ils se rencontrent ici, il faut qu'ils fassent un mélange et après, faut que ça finisse à tel endroit. Et donc c'est presque du l'ordre du jeu du puzzle, quoi. Et donc dans mon travail, il y a beaucoup cette idée de jeu. Il y a parfois des petites touches d'humour, hein, c'est vrai que c'est un peu éparse, mais c'est quand même plus noir que humoristique. Hein. Et ensuite, évidemment, quand je travaille sur un film comme La Chute, c'est plus finalement il y a toute une part de grande beauté je pense, en tout cas c'est une volonté dans la mise en place des éléments, dans le foisonnement, dans le fait que c'est très, très détaillé, très précieux dans un sens. Et en même temps l'opposé, donc qui serait la lourdeur, quelque chose qui serait presque viscéral, qui serait presque inacceptable. Et donc j'aime bien travailler dans cette idée qu'il y a des forces opposées dans mon travail. Et donc oui, c'est peut-être, je construis un labyrinthe et il y a une porte de sortie qui serait plus de côté un peu lumineuse et l'autre elle serait plutôt au noir. Et en fait, je voyage d'un côté à l'autre en fonction des projets. Alors justement, pour continuer un peu dans l'exploration de ton travail, tu vas vers la lumière en 2015, vers le Japon, et tu amènes Rhizome là-bas, et tu rencontres un grand succès. Ton travail fait écho en fait au Japon, et tu rencontres un grand succès là-bas, et tu tombes un peu amoureux et du pays et de la culture du pays. Ouais, c'est vrai que même plus jeune, j'avais toujours été un peu fasciné par le Japon sans se dire jamais y être allé, ce qui est un peu étonnant. Mais ça arrive à beaucoup de monde. Et j'ai eu de la chance donc, avec Rhizome d'avoir gagné quelques prix au Japon et d'avoir, grâce à ça, pu faire plusieurs voyages. Donc à partir de 2015, j'ai presque voyagé tous les ans au Japon pendant plusieurs années. Et donc j'ai vraiment découvert, en tout cas, une partie de la culture japonaise à ce moment-là, des artistes japonais, évidemment des lieux, des musées, des temples, etc. Et c'est vrai que grâce à ces voyages, je me disais qu'il y avait quelque chose qui se passait entre cette... En tout cas, moi, j'avais l'impression que je pouvais peut-être faire quelque chose à partir de mon expérience du Japon. Alors, pas forcément mon expérience personnelle, mais en tout cas, mon expérience peut-être en tant qu'artiste. Donc, ce qui m'intéresse, moi, je suis beaucoup dans la référence à l'histoire de l'art. Donc, l'histoire de l'art du Japon, c'est quand même un truc... c'est un sujet d'étude en soi. Donc à un moment donné, je me suis... j'ai eu aussi un projet, on en parlera probablement maintenant, mais de commande au Japon qui s'appelle Cirki. Et ensuite, ça m'a aussi donné envie de créer un nouveau projet qui serait plus, du coup, plus de la commande, mais qui viendrait de moi, quoi.
Alors peut-être, puisque tu viens d'en parler, on va montrer un des films de Sirki, qui est donc une série de 4 courts-métrages de 2 minutes. Lou, si tu veux aussi le lancer, ce serait super. Puis on en parle après. 損壊の吐きなくすはららそ損壊の吐きなくすはららそ損壊の吐きなくすはらら損壊の吐きなくすはららC'était intéressant de le montrer parce que ça raconte assez bien ton travail et la façon dont tu travailles, en fait. Oui, bah, je me suis amusé à faire ce travail-là, mais en fait, il y a quelque chose de rhizome dans ce travail-là, mais en même temps qui fait une sorte de mutation vers ces motifs qui sont issus donc des motifs des kimonos Ainu. Donc, juste pour expliquer pour ceux qui connaissent pas les Ainu, c'est une population du nord du Japon et de certaines parties de Russie. Qui est autochtone, qui était présente avant l'arrivée des Japonais sur le territoire d'Hokkaido. Et du coup, ils ont une culture complètement différente, une langue différente, etc. Et donc, j'avais été invité par la ville de Sapporo pour créer une collection de 4 petits films. Et donc, oui, évidemment, dans la commande, finalement, on a souvent 2 manières d'engager une commande. Soit on recrée avec le vocabulaire qu'on a déjà dans notre travail quelque chose de nouveau, ou soit on part complètement en exploration, ce qui est plus une prise de risque. Moi, je trouve que dans la commande, c'est quand même difficile d'inventer tout, surtout souvent, on doit produire assez rapidement. Donc là, je suis parti sur des choses qui ressemblent un petit peu à ce que j'ai pu développer précédemment. Voilà, la boucle, la métamorphose, peut-être une danse des formes qui sont entre là, c'est complètement abstrait, mais finalement, en fait, c'est des sortes de vers. Et c'est drôle parce que quand j'avais montré ce film-là, notamment aux Japonais, il m'avait dit, enfin au commanditaire, il m'avait dit mais ça fait un peu peur, on dirait des vers, vous êtes sûr et tout. Et moi je leur ai juste remontré ensuite un livre en tout cas un extrait d'une citation d'un chercheur qui cherchait sur d'où venaient ces motifs Ainu, et il disait il y avait une grande possibilité qu'en fait, comme les Ainu ils faisaient leurs habits à partir d'écorces d'arbres. Il décollait les écorces de certains arbres, et dessous les écorces, évidemment, il y a des motifs d'insectes. Et donc ça ressemble très, très fortement à ce genre de motifs un peu sinueux, etc. Donc je leur ai dit, écoutez, en fait, ça vient de là, en fait, ça vient du monde végétal, ça vient des insectes, ça vient des vers, en fait, qui sont sous l'écorce, quoi. Donc des fois, il faut leur dire aux commanditaires, c'est là qu'il faut aller, quoi. T'es plus japonais qu'un japonais. Non. En plus, non, mais parce que c'est très méconnu, et c'est pas japonais justement, c'est Ainu, ouais. Donc c'est pour ça que c'est facile pour personne de s'en emparer. Alors là, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'avais fait 2 semaines de recherche sur place avec une Ainu qui est Mayun, qui me faisait on va dire un tour sur différents musées. Je suis allé rencontrer différentes communautés, et donc ça m'a vraiment permis en quelque sorte d'avoir le sésame, quoi, de comprendre qu'est-ce que c'était la culture, et en même temps le but c'était de la respecter au maximum, et en même temps de créer quelque chose assez joyeux, ou en tout cas assez
facile pour que la communauté Aïnou soit contente du projet en même temps que ça puisse parler au public. Mais ça aussi, c'est une des caractéristiques de ton travail, c'est quand on en parlait ensemble avant de se rencontrer, de tes influences. En fait, il y a presque 1 million d'influences par projet, et c'est une immersion à chaque fois à travers un livre, à travers un peintre, et tu as comme ça tout un panel. Tu disais aussi quelque chose de très beau, tu avais une démarche de collectionneur, donc tu accumulais les livres, les auteurs, et puis tu oubliais que tu t'étais intéressé, alors tu te réintéressais, ou ça ressortait d'une autre façon en fait. Donc le projet avec le Japon, donc c'est une immersion totale dans une partie de culture que tu connais absolument pas, et tu y vas. En fait, je plonge dans une piscine que je connais pas. C'est un peu ça. Moi, voilà, quand je commence un projet, en général, je collectionne donc entre 200 et 300 images. Je sais pas, je les compte pas, quoi. Je commence à collectionner beaucoup de choses, et souvent c'est des choses qui sont pas forcément en lien les unes aux autres. Et là, notamment sur le projet dont on va parler tout à l'heure, c'est autour de l'art japonais, mais finalement, je collectionne des choses qui viennent aussi d'autres types d'art européen. Je sais pas, en fait, je fais vraiment des associations d'idées plus ou moins bonnes, hein, mais certaines sont plus heureuses que d'autres. Et c'est ensuite par l'acte du dessin ou par l'acte du réagencement que je retrouve mon écriture personnelle. Et donc, je crois que c'est grâce à ça que j'arrive à trouver... à la fois, je ne suis pas dans une démarche documentaire où je voudrais absolument que ça soit complètement aïnou, ou complètement japonais, ou complètement je ne sais pas quoi. Moi, mon idée, c'est plutôt d'emmagasiner quelque chose et ensuite de baigner dans une sorte d'univers un peu fictif, en fait, que je me suis auto-créé, et de ressortir quelque chose un peu unique avec ça, quoi. Et alors, la particularité aussi de ton travail, c'est de pouvoir être montré à la très médiatique et classique semaine de la critique, et tout autant qu'à Vidéoforme, par exemple, pour le projet Monade, qui est un projet d'installation, qui mêle aussi certaines prises de vue réelles. Donc tu arrives comme ça à avoir des objets assez différents, même si le motif de la boucle est toujours présent, dans des endroits en fait de monstration et face à des publics très différents. Et puis alors aujourd'hui, c'est ce qui t'a amené d'ailleurs à l'abbaye de Fontevraud, tu te confrontes encore à une nouvelle forme à travers la réalité virtuelle, la VR, qui te ramène, ou en tout cas qui continue le voyage pour toi au Japon. Et donc tu es arrivé ici pendant le confinement, tu es le plus récent en fait des résidents qui sont intervenus aujourd'hui, puisque tu étais encore là il y a quelques mois en réalité, ton passage est très bref. Lou, si on peut lancer le PDF du dossier de Boris, c'est super, voilà. Et si on veut naviguer, bon, peut-être on peut rester en lumière, parce que voilà, si on veut naviguer à l'intérieur, alors ça va te faire passer les pages, tu m'as expliqué, Lou, voilà, hop, regarde, on va mettre une image peut-être plein pour commencer. Alors c'est un projet, c'est le projet qui t'a amené ici, en résidence ici pendant un mois. Il était appelé dans la présentation Fukinuki Yatai, pardon pour mon accent japonais déplorable, qui est donc une technique de peinture dont tu vas parler. Et puis le projet aujourd'hui, le projet dont on parle, il s'appelle Plus comme ça. Et ça aussi, tu vas nous expliquer en fait, donc comment il a évolué. Et est-ce que tu peux nous le présenter en quelques mots? Alors oui, donc le Fukinuki Yatai, là on a un bon exemple. C'est en fait une technique de composition, donc c'est pas vraiment une technique de peinture, c'est plutôt une technique de composition, donc qui permet d'agencer des scènes en vue presque, on pourrait dire, vol d'oiseau, qui permet d'avoir des visions d'intérieur et d'extérieur sur un même plan. Donc voilà, là par exemple, on a une scène avec des femmes dans une maison, et on retire le toit, on retire les murs si besoin, pour pouvoir accéder à ces scènes un peu d'intimité et des scènes extérieures. Alors après, il y a beaucoup d'autres caractéristiques à ça. Il y a aussi des sortes de nuages qui permettent de créer des sortes de fenêtrages dans les images. Il y a aussi une manière de créer des fausses perspectives, parce qu'il n'y a aucune perspective qui sont réalistes, c'est-à-dire que parfois un bâtiment il sera sur une perspective et un autre bâtiment sur une autre perspective. Donc c'est des sortes aussi de collages, je sais pas, de compositions qui vont les unes à côté des autres.
Et donc ça, c'était un peu mon point de départ sur le projet. Donc j'avais envie de faire un projet VR autour de cette idée de vision presque, je ne sais pas comment le dire, mais presque extérieure. Non, on est quasiment là, quand on regarde une sorte de paravent comme ça, on est complètement extérieur à la scène et en même temps on a accès à tout. Non, il y a cette sorte de scène totale. Et en même temps travailler sur l'idée de l'intérieur-extérieur, l'intimité, la globalité, le voyeurisme, et voilà. Parce qu'évidemment, quand on accède à une sorte de centre au milieu d'une maison, par exemple, on est voyeur en fait. On est obligé de regarder là. On est intéressé par cette scène qui nous est montrée. Mais ensuite, quand j'ai travaillé ici, j'ai continué à réfléchir. Il y avait aussi ces peintures-là, elles sont issues d'un livre très important au Japon qui s'appelle le Didu Genji, qui est un livre de l'an 1000 et quelques, et que j'ai commencé à lire, qui m'a beaucoup intéressé, mais qui en même temps est trop énorme pour moi, et en même temps je ne savais pas du tout comment prendre ce travail-là tel quel. Et il y avait aussi une autre référence importante littéraire qui m'intéressait, c'est les notes de chevet, qui est aussi on dirait que c'est un livre, en tout cas c'est un essai de la même époque, autour de notes d'humeur de l'auteur, donc qui décrivait ce qu'elle aime et ce qu'elle n'aime pas sous des formes de listes. Donc c'est assez beau. Peut-être que tout à l'heure on lira deux, trois titres des notes, mais en gros c'est 180 notes où l'auteur dit voilà, choses magnifiques, tac 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 tac, choses qui paraissent belles, choses déplorables, choses machin. Et donc ça pendant 180 notes, et elle fait des digressions sur ce genre de trucs. Et ça me paraissait super intéressant parce que ça parle de l'intime, en même temps ça parle comme si par le langage ou par la littérature on recrée le monde, puisqu'on énumère les choses qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Et donc maintenant mon projet, je lui ai trouvé un autre titre, qui est aussi japonais, et qui est d'ailleurs intraduisible ni en anglais, ni en français, ni en aucune autre langue, mais c'est le Monono Aware. Et donc c'est... pour faire un truc très bref, on pourrait le traduire comme l'empathie envers l'éphémère, ou ouais, c'est ce sort de sentiment très japonais du fait que les choses sont en train de se faire, de vivre dans le présent. Il y a la beauté du présent et en même temps cette douce tristesse qui émerge parce qu'on sent que tout est en train d'un petit peu de disparaître aussi sous nos yeux. Et donc j'aimerais bien travailler sur cette idée de l'éphémère et de la disparition. Ouais. Donc, avec cette idée-là, tu rentrais dans deux ouvrages massifs de la littérature classique japonaise et une technique également, et c'était un peu le fil conducteur de ce projet en VR. Avant de t'interroger sur la VR, juste ce que je trouve aussi frappant dans les deux livres que tu choisis, c'est que l'un donc les notes de chevet l'auteur est une femme, et pour le premier, le Didu Genji, en fait, il est question, et il est question du quotidien aussi des femmes à la cour, etc. Donc en fait, c'est un univers très très féminin en fait que tu choisis, dans lequel tu choisis de t'immerger et de nous immerger, nous spectateurs, avec l'idée de la VR. En fait, est-ce que tu peux commenter ce choix ? Oui, je trouve que, je me suis dit que ça serait intéressant, même pour moi en tant qu'homme, de me plonger dans la littérature féminine, mais juste pas parce que ça serait intéressant comme ça, mais déjà, en le lisant, je me rendais compte que cette sensibilité, qu'on pourrait dire féminine, entre guillemets, elle existe en chacun de nous, en fait. Et Borges lui-même, il disait que le Didu Genji, c'est le plus grand roman jamais écrit. Donc on peut se rendre compte à quel point, évidemment, toute littérature est importante si le livre en vaut la peine. Mais pour moi, c'est une manière, peut-être plus personnellement, de essayer d'aller travailler peut-être vers comme j'ai fait La Chute précédemment, qui est, je pense, un film plus noir, peut-être aussi plus masculin, je ne sais pas, parce que ça parle de la destruction, c'est peut-être quelque chose un peu... je ne sais pas si c'est vraiment masculin, mais... Et je me suis demandé si peut-être en allant chercher des thématiques plus de l'ordre de la féminité ou de sensualité, ou je ne sais pas, quelque chose de plus... peut-être plus c'est un gros mot, mais plus sensible. Je ne sais pas, peut-être que j'arriverai à les retirer du côté de quelque chose un petit peu plus lumineux, quoi. Et donc, notamment aussi avec l'utilisation de la couleur, l'utilisation je ne sais pas, peut-être de dessiner des robes. Enfin, en fait,
c'est drôle parce que dans La Chute, j'ai dessiné beaucoup de fleurs. Alors, si on m'avait dit 15 ans auparavant que j'allais dessiner des fleurs, déjà, ça m'aurait été complètement un peu aberrant. Et maintenant, je commence à dessiner des robes. Et donc, c'est un peu... mais finalement, entre la fleur et la robe, c'est un petit pas, quoi. Donc ça m'intéresse tout ça, ouais. Et il y a aussi ce dont tu parlais assez bien et qui est courageux dans le projet, c'est l'idée que ce n'est pas du tout ta culture, ce sont des morceaux très importants d'une culture qui n'est pas la tienne. Et du coup, est-ce que tu peux aussi raconter un peu comment tu abordes cette question-là, en fait? Ah ouais, pour moi, c'est le point le plus compliqué parce que, évidemment, entre guillemets, qui je suis pour faire ça, pour prendre un bout de culture qui n'est pas la mienne, je ne suis pas né là-bas, voilà, j'y suis allé, mais ça s'arrête là. Mais après, je me suis aussi dit que c'était pas la peine non plus de m'auto-censurer parce que j'étais pas. Enfin, je pense que finalement, ça fait partie du patrimoine de l'humanité au final, et qu'on est, surtout aujourd'hui, on est tous en train de piquer des choses, entre guillemets, piquer à droite à gauche. Les artistes japonais eux-mêmes sont allés très vite en Europe pour aller travailler. Enfin, je veux dire, prendre des idées. On connaît très bien Miyazaki, on sait très bien que Miyazaki, en fait, il est plus inspiré au niveau artistiquement par les artistes européens, voilà, la perspective, le travail de la caméra qui est plutôt réaliste. Ça ne ressemble pas vraiment à la 2D entre guillemets japonaise, quoi. Alors ensuite, dans les thèmes, il est vraiment chez lui. Moi, là où ça me pose parfois des problèmes, c'est que c'est du point de vue peut-être du thème. Je me dis, comment m'emparer de ça? Alors à un moment donné, je me suis dit, est-ce que j'écris mes propres notes de chevet? Mais c'est très difficile parce que moi, je n'écris pas. En fait, normalement, j'écris pas beaucoup. Donc maintenant, en ce moment, je suis en train de faire des collections, voilà, comme d'habitude, des collections d'images. J'essaye de mettre de la modernité dans ces sortes de compositions. Donc voilà, je mets des vélos, je sais pas, un carrousel, des scènes plus modernes, entre guillemets modernes parce qu'elles sont d'aujourd'hui. Mais du coup, ça me permet de ramener cet art, donc de la composition et peut-être cet esprit un peu japonais à quelque chose qui correspond plus à ce que je connais. Et dans un style, donc dans un style de dessin, dans un style d'animation et dans un ton qui est très propre à moi, je pense. Donc la métamorphose, la boucle, le rapport au son. Alors, est-ce que tu peux nous dire concrètement, en fait, ce qui est amené à devenir ce projet Alors oui. Et comment tu le conçois, en fait? L'utilisation de la réalité virtuelle aussi, est-ce que tu peux expliquer peut-être, si besoin, dans la salle, mais comment pratiquement ce serait pour toi et pourquoi ce recours-là? Et ensuite, nous dire un peu plus sur le projet. Oui, c'est vrai que la réalité virtuelle, c'est drôle parce que pendant plusieurs années, on me dit « Ah Boris, il faut que tu t'y mettes, il faut que tu fasses ». Moi, je faisais 3 pas en arrière à chaque fois qu'on me le disait. Mais, donc j'ai un peu réfléchi. Et en fait, ce que j'attendais, c'est d'avoir une idée en réalité virtuelle. Parce que le problème, c'est pas je vais faire de la réalité virtuelle demain, il faut une idée pour ça. Et donc, à un moment donné, j'ai eu, je pense, grâce à ce projet autour du Fukinuki Yatai, j'ai eu cette idée, presque du regard voyeuriste. Donc, le fait qu'on puisse se déplacer dans un espace virtuel où, par exemple, on aurait différents murs et différents espaces qui seraient découpés par des murs, où lesquels on pourrait aller se pencher pour aller voir certaines choses. Se déplacer, avoir un rapport au déplacement du spectateur qui serait un petit peu plus actif qu'au cinéma, évidemment, puisqu'on est assis dans un siège, qui serait presque plus de l'ordre de l'installation vidéo, où parfois voilà, on va dans un musée, on a un espace, on le parcourt, on voit ce qu'il y a dedans, quoi. Donc ça, c'était un peu mon postulat de base. Parce que là, pour préciser, c'est une réalité virtuelle comme tu conçois le projet, où la personne est debout, munie d'un casque, et évolue dans un floor, en fait, qui a un espace. Oui, en tout cas, pour l'instant, tel que je le vois, le projet, c'est un carré de 8 par 8 mètres, et on a quand même un arc narratif assez simple. Donc il y a une phase d'entrée, une phase que j'appelle le labyrinthe, et la phase de sortie. Et surtout, ce qui m'intéresse, c'est la partie du labyrinthe, où on est, enfin, du labyrinthe, ou en tout cas de l'exploratoire, où en fait on est libre en tant que regardeur d'aller là ou là ou là, et en fonction du spectateur ou du regardeur, on aura une expérience peut-être un peu différente de l'un et l'autre, non? Et ça m'intéresse beaucoup, le fait que chaque utilisateur ou spectateur puisse tirer sa propre expérience de l'œuvre. En même temps, la VR, c'est aussi un moyen que ce soit une personne en face d'une œuvre, c'est pas 500. Alors à la fois, c'est un avantage et un désavantage. Parce qu'à la fois, tu rentres en intimité avec l'œuvre, puisque tu es tout seul.
Et en même temps, le problème, c'est la diffusion, puisque finalement, on ne le montre pas à 10 000 personnes, quoi. C'est plus difficile. Mais cette idée de l'intimité, je trouve que par rapport au projet, fonctionne. Donc l'idée, oui, c'est ça, c'est qu'on soit dans un espace... j'ai peut-être des petits trucs 3D par là, mais qu'on soit dans un espace... oups, bon. J'ai sauté l'image. Ouais, il y a ça. Alors bon, qu'on soit dans un espace comme ça, carré, où on pourrait se déplacer. Et alors, il y a un peu deux options. C'est soit il y a un cheminement qui est créé pour guider un petit peu l'utilisateur, soit c'est complètement ouvert. Alors ça, pour l'instant, j'ai pas encore tranché. C'est aussi des problèmes de diffusion qui posent problème. Mais l'idée, c'est qu'il y ait une sorte d'interaction. Donc, c'est-à-dire qu'on pourrait arriver devant une animation, et peut-être qu'à ce moment-là, cette animation, elle dure 10 secondes, et puis elle s'évapore devant nous. Donc le rapport à l'éphémère. Peut-être que dans cette évaporation, alors on a des idées avec mon compositeur, cette animation-là, elle est peut-être faite de 10 sons différents. Ces sons-là, ils se désolidarisent, donc ça devient 10 sources sonores différentes. Et peut-être dans la scène où on avait des enfants qui jouent, en fait, il y a un son de chute d'eau, il y a un son de voiture, et un son d'oiseau, et donc ces choses-là se désolidarisent, et ça nous oblige à rentrer presque oui, à nous retourner ou à aller explorer le monde, enfin le monde, même le petit monde de 8 mètres par 8, parce que les choses se dissouent devant nous, mais qu'elles se recréent à côté, non? Et je voudrais faire un travail sur le hors-champ qui, en gros, le hors-champ serait un peu générateur, c'est-à-dire que ce qu'on regarde, si on le regarde tant de temps, peut-être que ça s'évapore, et en même temps, si on se détourne de cette chose-là et qu'on revient, on ne la reverra pas. Il y aura peut-être autre chose au même endroit. Et donc, dans cette idée où finalement le regard, il a une importance, et peut-être que nous, en tant qu'utilisateurs dans l'œuvre, on a une sorte de responsabilité aussi. On s'attarde à cette chose-là ou pas à celle-là, on perd cette partie-là, on va chercher celle-ci. Donc ça, c'est ce qui m'intéresse dans la VR, c'est le côté déambulatoire. Alors, concrètement, l'animation telle que tu la conçois dans cette œuvre-là en VR, c'est quoi? C'est du dessin? C'est de la... Oui, concrètement, c'est du dessin. C'est un peu comme Rhizome ou La Chute. C'est de l'aquarelle et l'encre sur papier, qui est ensuite scanné. Ensuite, ça devient des fichiers numériques qu'on peut compositer. Et après ça, après ce processus où en même temps, on peut aussi créer des modélisations 3D sur lesquelles on peut plaquer ces images pour leur donner du volume. Et donc, j'ai essayé de travailler entre un peu le volume donc, de ces sortes de murs et de tasseaux dans l'espace et des plans qui seraient complètement 2D à la fois un petit peu pour respecter cet esprit un peu du japonais qui est une sorte de 2D mais du fausse 3D aussi. Il y a c'est des images un peu étranges en fait. Donc ça, c'est pas encore résolu. Pour moi, graphiquement, le passage de la 2D à la 3D, c'est très complexe parce qu'on peut vite se perdre dans des choses qui ne fonctionnent plus bien en 3D alors que ça fonctionnait très bien en 2D. Donc là, c'est une recherche que je vais devoir mener bientôt. Là. Donc, que tu n'as pas mené ici. Avant de te demander concrètement ce qui s'est passé ici et comment, tu as dit mon compositeur, en l'occurrence c'est Daniel Guisi, avec qui tu travailles depuis plusieurs films. Et juste pour aborder cette question du son, parce qu'elle est intéressante quand on connaît tes films, vous travaillez a posteriori en fait, c'est-à-dire que la musique, jusqu'à certains films, en fait, la musique était créée, et notamment Danse macabre, qui est ton film, on va dire, le plus musical peut-être, puisque par définition c'est une danse, et donc tu as composé le film en fait et l'animation du film sans musique, et elle est venue ensuite en fait a posteriori. C'est difficile à imaginer, mais peut-être ça tu peux le commenter et puis nous dire sur ce projet-là comment vous travaillez ensemble avec Daniel. Alors avec Daniel, on a eu, ça va faire 10 ans qu'on se connaît. Et donc, premier projet, c'était en 2012, on a commencé à travailler sur Danse macabre. Et c'est vrai qu'avant, moi, je travaillais sur les images, et ensuite, je faisais travailler le compositeur d'après-images. Mais ensuite, on a eu un peu phase contraire, où Daniel, il m'a proposé de travailler d'après-musique. Et ensuite, sur La Chute, on a commencé à faire un travail d'aller-retour. C'est-à-dire que moi, je travaillais sur les images. Alors, comme l'animation, c'est beaucoup plus lent, souvent, je prenais un peu de l'avance. Mais ensuite, il revenait, il m'envoyait du son, et grâce au son, je commençais à recomposer un petit peu mon montage, ou sur certaines parties qui me posaient difficulté, je lui disais, là, si tu veux improviser un truc sur 20 secondes, là, il me faut un truc, je n'arrive pas à faire quelque chose, quoi.
On a beaucoup amplifié ça sur Monad, sur l'installation, on n'en a pas trop parlé, mais c'est vraiment là, on a vraiment fait un jeu de ping-pong où moi je lui ai envoyé des images, lui m'a envoyé des sons, et on essayait de travailler comme ça, presque en impro, quoi, en impro-réaction. Et là, sur le projet VR, ça devient encore plus compliqué, parce que là, on est en train de faire un bras de fer entre c'est pas un bras de fer, parce qu'en fait, il faut qu'on trouve un terrain d'entente, mais la difficulté, c'est que on est dans l'interactivité, donc dans l'interactivité, il faut intégrer l'interactivité de l'image, du son, et en même temps que les deux fonctionnent, que le langage interactif fonctionne ensemble. Non, et donc là, on est sur des questionnements un peu compliqués de est-ce que si je m'avance sur telle animation, voilà, est-ce que si les sons vraiment, cette idée-là des sons qui se désolidarisent et qui vont peut-être envahir l'espace, le problème que ça pose, c'est est-ce que si la personne en fait il décide de ne pas y aller, qu'est-ce qui se passe devant? Est-ce que c'est pas des structures trop rigides, hein, parce que là il est en train de me proposer un petit peu des structures de composition presque par combinatoire, c'est-à-dire qu'il voudrait, enfin on en a discuté il y a très peu de temps, mais créer un système de composition musicale comme si c'était des atomes, et donc voilà, ou un alphabet. Et donc, par exemple, pour faire tel son, il utiliserait la lettre A, X et L, mais pour tel son, ça serait le L, B et le C, et pour tel autre. Et puis ces choses-là, elles seront en interaction les unes aux autres, parce qu'on pourrait passer de l'un à l'autre, non? Mais là, on commence à devenir fou, en fait, parce qu'on crée notre propre labyrinthe, et au final, cette complexité, elle devient... C'est peut-être possible de le faire en son, mais comment on le fait en son avec l'image, hein? Donc voilà, on est un peu sur des questionnements comme ça. Et ça devient du coup très technique plus que esthétique aussi. Vous êtes sur des... Mais les deux vont ensemble, je pense, parce que la construction technique, enfin en tout cas, je pense que pour moi, la construction technique, elle est souvent la base de l'esthétique et aussi de la pensée. Non, et quand on crée un son par combinatoire ou comme des atomes qui deviennent des molécules et qui se désolidarisent, qui redeviennent des atomes, c'est comme si on recréait le monde en son, finalement, non, de manière moléculaire, donc ça devient super intéressant. Mais est-ce que cette structure-là, elle n'est pas trop rigide pour donner un rapport plus émotionnel, non? Et le problème, c'est que moi, j'aimerais bien que le spectateur, il sorte de l'expérience avec une expérience émotionnelle, qui serait pas... On ne se dise pas, oh, mais là, j'ai rien compris, c'était complètement technique, j'étais complètement perdu dans le labyrinthe, en gros, quoi. C'est juste que c'était tellement complexe que j'ai pas compris le truc, quoi. Donc moi, je suis un peu entre les deux, entre la construction, cette complexité qu'on a besoin d'amener pour construire un monde, et en même temps le rapport émotionnel qu'on peut avoir à lui, le rendre accessible, quoi. C'est toutes ces questions et la dualité de ces questions que tu as amenées ici, dans les murs de l'abbaye. Est-ce que, parce que personne du coup ne l'a raconté, tu peux nous donner en quelques mots à entendre ce que c'est que cette expérience de résidence, en fait? Alors ouais, pour moi c'était en avril, donc c'était le 3e confinement, donc je me suis confiné ici. Et pour moi, l'expérience de résidence, c'était super parce que, enfin, moi je considère qu'il faudrait faire ça une fois tous les 2 ans, s'il vous plaît. Bonne ordre. Mais vraiment, parce que prendre un mois pour l'écriture ou pour le développement, ça n'arrive jamais. On n'arrive pas à se libérer du temps en général. Peut-être que quand j'étais plus jeune réalisateur, j'avais un petit peu plus de temps parce que j'étais moins sollicité. Puis ma vie perso était moins compliquée peut-être, ou en tout cas, j'avais pas de vie de famille, quoi. Maintenant, ça devient très difficile de libérer du temps, et surtout du temps long. Voilà, un mois sur quelque chose, pour moi, un mois, c'est un temps long. Et ça veut dire que pendant 1 semaine, je suis perdu. La 2e semaine, je commence à me retrouver, et j'ai 2 semaines ensuite pour écrire, en gros. Et c'est vraiment comme ça que ça s'est passé pour moi. Alors que le problème, c'est que là, si demain, je dois recréer un projet, bah, en fait, ça va me prendre 6 mois pour écrire la même chose, parce que je vais le faire le lundi, parce que là, j'ai le temps ce lundi, mais le mardi, en fait, j'ai autre chose à faire parce qu'on m'a demandé ça. Là, j'ai des mails à répondre, là, j'ai machin. Donc, 1 mois d'écriture sur un seul projet, c'est quand même un grand luxe. Ouais. Ça a fait avancer Où est-ce que tu en es aujourd'hui de ce projet de VR? Tu disais notamment dans la préparation de cette rencontre que tu n'étais pas sûr qu'elle irait au bout, en fait, et qu'elle prendrait peut-être une autre forme, d'ailleurs. Du coup, il y a cette incertitude aussi inhérente au projet. Ouais, on n'est jamais vraiment sûr qu'un projet ira jusqu'au bout, mais c'est vrai que jusque-là, moi, je suis plutôt confiant parce que j'ai toujours à peu près réussi à faire mes trucs. Là, donc, on est en recherche de financement pour l'aide à la maquette. Parce que c'est vrai qu'en VR, on a besoin de faire des tests. Moi, je ne peux pas passer à la réalisation tout de suite.
parce que j'ai besoin de travailler avec des programmateurs, avec des artistes 3D pour voir vraiment qu'est-ce que je peux faire avec cette idée. Et donc créer peut-être différentes scènes qui seraient un peu des scènes bases pour dire voilà, tel truc ça marche comme ça, celui-là ça marche comme ça, faire des tests, voir peut-être que ça ne marchera pas du tout, et donc là, eh bien, ça passe à la poubelle, quoi. Donc moi j'ai besoin de faire une maquette, peut-être travailler 2 ou 3 mois on est en train de chercher des financements pour faire une maquette. Et donc, a priori, l'année prochaine, si on peut, on fera peut-être entre avril et juin une maquette du projet. Et ensuite, on redemande des financements. Et à partir du moment où on les a, on fait la production. Et pour moi, la production, c'est une production 2D, une production 3D plus VR interactive. Et peut-être que je le cumulerai à une idée de court-métrage plus linéaire. Parce qu'en fait, j'ai un peu 2 idées avec ce projet. J'ai l'impression que j'ai une idée qui serait plus de l'ordre de l'expérience, donc la déambulation et l'interactivité. Une autre idée qui serait plus linéaire. Et donc peut-être que les deux, c'est comme 2 têtes pour un seul projet. Et je pense que je peux peut-être arriver à faire un projet à 2 têtes, mais qui ne s'annule pas l'un l'autre. Super. Je m'étale comme d'habitude. Je veux dire, souvent j'ai l'impression de... C'est très difficile pour moi de me focaliser sur une seule idée. Donc souvent, c'est pour ça que j'ai travaillé sur le rhizome, c'est parce que c'est une sorte d'étalement d'idées en même temps. Bon courage pour cet étalement qui arrive. Et c'est moi. Merci beaucoup de ce témoignage et de cet échange. Peut-être on a 2 minutes pour une question ? Oui, par exemple. Oui. Formidable. Est-ce que quelqu'un aurait envie d'une question ? Ah, tout là-bas, là-bas, là-bas. Oui, moi j'ai 2 questions. Sur la musique, comment est-ce que tu travailles sur la musique ? Tu as évoqué un peu plutôt sur les cours. Et sur la VR, est-ce que tu as vu d'autres œuvres VR avant de te lancer dans celle-là ? J'ai pas compris la VR, la question sur la VR, c'est qu'on n'a pas... Est-ce que tu as vu d'autres œuvres en VR avant de voir de te lancer dans cette... Oui, j'en ai vu quelques-unes. J'ai même été jury dans un festival, au Festival de Vienne pour une section VR. Pour te dire mon ressenti pour commencer par la VR, moi je suis pas très... en tout cas, je suis pas hyper intéressé par la VR cinéma. C'est-à-dire la VR un peu linéaire et qui reprend les codes du cinéma pour faire un film VR. Donc en gros, la VR 360 assis dans un siège, ça me convainc pas trop. Par contre, je suis assez convaincu, alors même si ça pose pas beaucoup de problèmes de diffusion, je pense que la VR installative et la VR du coup, qui serait plus de l'ordre expérientiel, qui serait un peu entre le jeu vidéo et l'installation vidéo, je pense que c'est vraiment intéressant. Il n'y a pas beaucoup de choses qui se font. C'est aussi une raison pour laquelle il faut en faire des choses. Mais dernièrement, j'ai un projet, alors c'est un projet de jeu vidéo, mais qui m'a paru vraiment intéressant, c'est Paper Beast. Donc c'est un jeu vidéo français où on peut jouer avec des animaux, c'est assez intéressant. Voilà. Oui, donc j'ai fait quelques expériences, pas toutes heureuses, je ne suis pas toujours content de la VR, mais je pense qu'il y a quand même un potentiel. Pour parler de la musique, oui, le problème de la musique en ce moment, c'est qu'on est un peu sur des débats. Au début, Daniel Eguizy voulait faire justement un travail sonore autour des listes. Donc en gros, il voulait faire les notes de chevet en son. Donc des sons qui émerveillent, des sons qui sont détestables, des sons qui évoquent le passé, etc. Mais moi, il m'a fait du coup quelques sons comme ça en liste. Mais je me suis rendu compte qu'entre les sons qu'il me faisait et les animations que j'étais en train de créer, il y avait comme un décalage. Donc probablement par la suite, on va devoir encore faire un ping-pong, c'est-à-dire que lui, il travaille à partir des animations qui sont existantes, et en même temps qu'il me propose des sons en fait, je lui ai proposé une liste de sons sur lesquels il pouvait travailler, par lesquels moi, je pourrais peut-être faire des animations. Donc peut-être que par l'imbrication je te donne des animations, tu fais du son, tu me donnes des sons, je fais des animations, on arrive à se rassembler comme ça. Merci beaucoup, voilà. Boris. Merci Boris, merci Amélie.